je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur Tribune Libre 4 spécialistes de la question de la vaccination. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Gardenal, qui est médecin du sport, médecin olympique, médecin qui a été médecin d'une équipe de France pendant 8 ans et qui est depuis peu présidente de la Ligue nationale pour les libertés des vaccinations. Ensuite, nous aurons Martine Léonard, militante depuis les obligations des injections Covid-19 et qui fait partie du collectif Parents et citoyens de France. Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Guillot, qui est une maman militante depuis des années pour la liberté vaccinale et qui est très informée. Et également Hélène Banoun, pharmacienne biologiste, ex-chargée de recherche à l'INSERM. Je ne me trompe pas, c'est bien ça, mesdames? C'est ça. Très bien. Je vais vous présenter le sommaire de l'émission. Donc, nous allons parler d'abord avec Sophie Guillot du vaccin antivariolique et du vaccin anti-rougeole. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ensuite, nous allons parler avec Sophie, toujours, Martine Gardenal et Martine Léonard de la vaccination des femmes enceintes. Ça concerne la vaccination Covid, grippe, coqueluche. Là aussi, il y a des choses sensibles à dire. Avec Hélène Banoun, nous allons parler du fameux Beyfortus. Puis, nous allons aborder la question des obligations des vaccinations pédiatriques. Nous allons parler de l'historique des vaccins les plus problématiques, de l'efficacité, donc ça sous-entend la question de la balance bénéfice-risque, la question d'absence d'études scientifiques indépendantes, puisque nous allons souligner le fait que les vaccins, contrairement aux médicaments, ne sont hélas pas testés, nous ne connaissons pas leurs effets, notamment les effets cumulatifs. Et puis, nous ferons une parenthèse sur le collectif très, très efficace et actif, Parents et citoyens de France. Comme sommaire, mesdames? C'est bon. Bah, très bien. Alors, je donne la parole à Sophie Guillot qui va nous parler de l'antivariolique, le fameux, et puis l'anti-rougeole. Voilà, Sophie, bienvenue. Bonjour, merci. Donc, ce dont je voulais parler au départ, c'était de la variole, parce que la variole est une maladie emblématique dans la mesure où on présente très souvent dans les autorités sanitaires ou bien même dans la presse que c'est une maladie qui a été éradiquée grâce à la vaccination. D'ailleurs, ce serait la seule maladie qui a été éradiquée au monde. Puisque quand on dit par exemple que la polio a été éradiquée, non, non, la polio n'a pas été éradiquée, il existe encore des cas de polio. La tuberculose, n'en parlons pas. Enfin bon, ces maladies n'ont absolument pas été éradiquées. Éradiquées, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun cas au monde depuis plusieurs années. Les derniers cas de variole enregistrés, c'est 1979. Depuis, il n'y en a plus, tout court. Voilà, donc là, on peut effectivement dire que la variole humaine a été éradiquée. Par contre, quand il est dit régulièrement que c'est grâce à la vaccination, en réalité, en lisant très soigneusement le rapport d'éradication de la variole qui est publié par l'OMS et qui donc est accessible en ligne depuis 1980, il a été publié en 80, ce rapport dit à plusieurs reprises que l'éradication n'a pas été due à la vaccination, puisqu'en fait, on a vacciné massivement pendant des dizaines d'années sans parvenir à éradiquer la variole, y compris dans les années 50, 60, etc. Mais c'est le plus ancien vaccin qui existe, puisqu'il a été au départ trouvé par Jenner et utilisé par Jenner déjà au XVIIIe siècle. Donc on a vacciné tout au long du XIXe siècle et très fortement à partir du XXe pour essayer de toucher toutes les populations du monde. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le rapport d'éradication de la variole, il est écrit textuellement que la vaccination massive a échoué dans la plupart des cas. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport. Donc la vaccination massive, c'est pas ça qui a permis d'éradiquer la variole. C'était une maladie particulière parce que c'était une maladie contagieuse avec une éruption caractéristique qui ressemble un peu, pour les gens qui connaissent pas, à une varicelle, mais beaucoup plus forte, hein, des pustules beaucoup plus importantes. Et la caractéristique de cette maladie qui a permis son éradication, c'est que les malades avaient des pustules très reconnaissables plusieurs jours avant d'être contagieux. Donc, à partir des années 60, il y a eu un comité à l'OMS qui a réfléchi à comment faire pour éradiquer la variole, parce que bien qu'ils vaccinaient à tour de bras,
Ils voyaient bien qu'il y avait des résurgences en permanence. Il y a notamment eu des situations où, après des campagnes de vaccination, il y a eu des épidémies comme jamais avant. Voilà, donc les solutions qu'ils ont trouvées, c'est qu'en fait, comme la maladie avait cette spécificité, ils se sont dit: «Si on arrive à détecter très vite les cas, quand il y a des cas de personnes qui ont la variole, qu'on isole ces cas et qu'on isole leurs contacts, à ce moment-là, on va stopper la propagation» et c'est exactement ce qui s'est passé. Cette tactique, donc la deuxième stratégie qui a été mise en place à partir de 1966, a permis en un peu plus de 10 ans d'éradiquer la variole dans le monde. Parce qu'on a eu des foyers infectieux, on a détecté les cas. Une des dépenses très importantes qui a été faite par l'OMS dans les années 60, ça a été d'imprimer une affiche qui a été imprimée à plusieurs milliards d'exemplaires, qui montrait la photo d'une jeune fille atteinte de la variole et qui disait, dans les différentes langues des différents pays où l'affiche était placardée, et qui disait: si vous voyez un cas de cette maladie-là, avec les pustules que vous voyez sur cette personne, signalez-le à tel organisme de santé national et vous toucherez une prime de 1 000 $ américains. Alors, cette prime n'a jamais été distribuée, mais néanmoins, il y a énormément de gens qui signalaient des cas du fait de la stimulation, comment dire, de l'incitation financière qui promettait des monts et merveilles à des tas de gens, parce que pour eux, 1 000 $ US dans certains pays, c'était une somme considérable. Donc, il y a eu effectivement des signalements qui ont été faits très, très massivement, et ces signalements ont permis aux médecins et aux équipes de santé de se rendre sur place, d'isoler les malades, d'isoler tous les contacts. Ça veut dire isoler qu'on les enfermait chez eux et qu'il y avait l'armée qui leur apportait des repas. Ils n'avaient même pas le droit de sortir de chez eux du tout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de malades. C'est-à-dire soit ils soient guéris, soit ils soient décédés, mais au moins qu'il n'y ait plus de propagation. Donc quand on dit un cas et ses contacts, ça peut vouloir dire un village entier. Ça peut vouloir dire des centaines, voire des milliers de personnes qu'on interdisait de sortir de leur maison et de leur village. D'accord? Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun cas dans la population. Et là, on n'avait plus de cas qui se propageaient. La maladie s'est arrêtée de se propager comme ça. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler parce que tous les plans comment dire, de pandémie qui ont été mis en place depuis 1979 s'inspirent du plan variole. Donc, par exemple, pour la grippe H1N1 en 2009, on s'est inspiré du plan éradication variole. Pour le Covid, on s'est inspiré du plan variole. Donc, c'est très important de connaître cette histoire. Par contre, là où j'insiste, c'est que ça a été possible pour la variole à cause de cette spécificité sur la contamination. Mais si on prend par exemple la rougeole, qui est une maladie aussi contagieuse et aussi avec une éruption, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les personnes ont une éruption caractéristique 3 jours après avoir commencé à être contagieux. Et pendant ces 3 jours, personne ne se doute que les malades ont la rougeole ou bien incubent la rougeole. Ce qui fait que pendant ces 3 jours, ils ont le temps de contaminer des tas de personnes. Donc on aura beau, comment dire, confiner les gens qui sont atteints de rougeole, par exemple, on n'éradiquera pas la rougeole avec cette technique parce que les gens auront contaminé potentiellement des vingtaines de personnes qui elles-mêmes contamineront des vingtaines de personnes et du coup, il faudrait éradiquer combien de personnes? Enfin, c'est très compliqué d'imaginer combien de personnes il faudrait, confiner pour vraiment stopper la propagation. Donc ça ne marche pas pour toutes les maladies, cette technique, et ça a marché pour la variole à cause des spécificités de la variole. Donc ça, c'était un rappel vraiment important à mon avis, qu'il faut dire. Ensuite, il y a eu des témoignages aussi intéressants d'équipes de médecins que l'OMS mandatait pour aller dans les villages où il y avait des cas qui étaient signalés et on leur demandait de vacciner toute la population. Il y a un témoignage extraordinaire de médecins qui, quand ils ont eu le cas qui a été signalé, n'avaient pas à disposition les doses de vaccins antivarioliques pour vacciner tout le monde, parce qu'ils vaccinaient les contacts. Et ils n'ont pas vacciné tout le monde parce qu'ils avaient pas de dose, tout simplement. Donc en fait, ils ont vacciné, je crois, 7 ou 8 d'une population dans une population confinée et pourtant, il n'y a pas eu de propagation. Donc c'est pas le vaccin qui a marché, c'est le confinement des personnes
malades et des contacts. Là, c'est clair, hein, c'était même pas 10 de la population qui avait été vaccinée dans ces circonstances-là. Donc c'est vraiment important. Autre chose, qui est à rappeler, c'est les grandes campagnes de vaccination antivarioliques ont causé des épidémies comme jamais. Je citerai par exemple les Philippines. Mais il y a pas que là, il y a aussi à Madère, il y a aussi enfin, il y a plusieurs endroits où on a vacciné massivement la population alors que la variole était relativement sporadique, il y en avait assez peu. Mais l'intérêt de citer des Philippines, c'est que ce sont, des îles, c'est un archipel avec plusieurs îles. Donc ils ont vacciné sur certaines îles. Comme ils n'avaient pas assez de doses, ils ne sont pas allés vacciner sur d'autres îles. Mais suite à cette campagne, il y a eu une épidémie variole épouvantable dans l'île principale où ils avaient vacciné. Il y a 60 de la population qui est décédée. Donc voilà, ça a été une catastrophe suite à la vaccination antivariolique. Ensuite, une autre chose qu'il faut quand même rappeler, parce que ce qu'on dit tout le temps dans la population, c'est que les vaccins sont sûrs et efficaces et qu'ils ont une balance bénéfice-risque favorable. Du temps où le vaccin antivariolique était obligatoire en France, c'est-à-dire entre 1902 et 1984, on disait aux personnes qui subissaient un effet indésirable très grave, qui était une encéphalopathie post-vaccinale, on disait aux personnes: «Oh, vous avez vraiment pas de chance, c'est très, très rare, ça n'arrive que dans un cas sur 2 milliards». Or, les chiffres réels, c'est que ça arrive dans un cas sur 1000. Et ça, c'est officiellement reconnu aujourd'hui. Ça veut dire que quand on vaccinait 1000 personnes, on savait qu'il y avait une personne qui allait faire une encéphalite post-vaccinale, qui est très grave, parce que les conséquences de cette encéphalite post-vaccinale, c'est séquelles avec handicap lourd à vie ou décès. Donc, c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'en gros, quand on vaccinait 800 000 bébés, par exemple, ça veut dire qu'on savait qu'on allait sacrifier 8 000 bébés à chaque fois. C'est ça que ça veut dire. Donc, j'insiste là-dessus quand même. Voilà. Merci. Un grand merci à vous, Sophie, Guillaume. Ensuite, nous allons passer la parole à Martine Cardinal qui va nous parler de l'histoire de la vaccination controversée, évidemment, des femmes enceintes et de où nous en sommes aujourd'hui par rapport à ces actes médicaux. Est-ce que je peux faire un petit retour en arrière par rapport justement à ce que vient de dire Sophie? Voilà, dans le dernier bulletin justement qui est paru au mois de mai de la liberté de l'association Ligue pour la liberté des vaccinations, j'ai fait tout un article justement sur la vaccination, depuis quand, et cetera, et cetera. Et finalement, à ma grande surprise, hein, parce qu'en fait, on n'arrive pas à savoir et c'est peu à peu qu'on découvre, j'ai réalisé, je le savais, mais j'avais oublié, j'ai réalisé qu'en fait, la variolisation, comme on disait au départ, remonte à très, très longtemps puisque c'était au XIe siècle en Chine et où on prenait des pustules de gens malades et on faisait des petites plaies sur la peau des gens et on mettait les pustules. Donc, il y avait des gens qui survivaient et des gens qui mouraient. Donc, ça, c'était au XIe siècle. Et en Inde, alors, on ne procédait pas comme ça. Alors, j'ai pas retrouvé les dates, mais ça doit être à peu près à la même époque. On faisait sécher les croûtes pendant 1 an et on faisait respirer la poudre. Après, on écrasait tout ça, on faisait respirer la poudre des anciennes croûtes à la population. Voilà. Alors, bien sûr, il y avait beaucoup de décès, mais il y avait des gens qui survivaient et après, ils étaient tranquilles. Et alors, surtout, ce qui m'a tout à fait étonnée, c'est l'histoire que, en fait, c'est une Anglaise qui a rapporté, mais tout ça c'est écrit donc dans le dernier bulletin, cette Anglaise a rapporté cette information qu'elle a découverte puisque son mari était ambassadeur à Constantinople. Elle a ramené ça donc en Angleterre en 1721 et c'est donc en 1721 que l'information de la variolisation de la population a été introduite en Europe. Ça a été testé sur des prisonniers et cette information fait que, alors l'histoire raconte, bien sûr, on ne peut pas vérifier si c'est vrai ou pas, mais que les prisonniers auraient tous survécu. Et ça, donc évidemment, c'était une propagande absolument extraordinaire. Ah, effectivement, quand on regarde les photos de la variole, c'était quand même une maladie assez épouvantable
qui avait beaucoup de séquelles, beaucoup de morts. Et chez les enfants et les jeunes adultes aussi, ça rendait souvent aveugle. Donc, c'est quand même lourd. Alors, quand on a proposé effectivement de pouvoir soigner, eh bien, la population a trouvé ça quand même très intéressant. Alors, en France, les premiers variolisés, ça a été le duc d'Orléans et ses frères en 1754 ou 56. Et ensuite, le premier donc variolisé célèbre et dont on a fait de la pub, c'est Louis XVI, parce que son Louis XV était décédé en 1774 de la variole. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut donc varioliser Louis XVI ou pas? Marie-Antoinette, qui était déjà sa femme, était déjà variolisée puisque sa mère avait obligé ses enfants à être variolisés en Autriche. Et donc, est-ce qu'on variolise Louis XVI ou pas? La question, c'était va-t-il survivre ou va-t-il mourir? Il y a eu des réunions et finalement, la décision a été prise. Et alors, c'est très amusant parce qu'on a 3 comptes rendus de santé post-variolisation et qui disent que Louis XVI se porte bien et que donc il a survécu et que tout s'est bien passé. Effectivement, ça a été une promotion absolument fantastique de la vaccination. Et ensuite, eh bien, donc, vous voyez, ça remonte. Moi, j'étais persuadée que c'était Jenner, mais en fait, ça remonte à bien plus que ça. Et Jenner lui-même a perdu un de ses enfants, eh bien, avec une variolisation. Et ensuite, c'est Pasteur, et Pasteur qui a su faire une promotion mondiale de la vaccination avec l'histoire de la rage et puis bien d'autres choses encore. Et voilà, on était parti dans ce dogme qui est très, très difficile à faire passer comme étant potentiellement qui mériterait de se poser des questions puisque effectivement il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et j'espère que on va pouvoir se poser des vraies questions au sujet non seulement, alors la variole n'existe plus et il n'y a plus de vaccination antivariole, mais tous les autres et on nous en rajoute vraiment beaucoup. Alors, pour les femmes enceintes, eh bien, moi, je me pose des questions parce que j'ai fait mes études il y a longtemps et la vaccination des femmes enceintes, c'était une faute médicale. On ne vaccinait Mmh. pas les femmes enceintes. C'était une contre-indication majeure et ça ne se faisait jamais, jamais, jamais. Et un vaccin qui n'avait pas été utilisé depuis 20 ans, il fallait attendre 20 ans pour éventuellement, dans des cas peut-être exceptionnels, pouvoir injecter une femme enceinte. Voilà. Alors quand je vois maintenant ce que l'on propose aux femmes enceintes, alors déjà, moi, je voudrais faire savoir quand même que quand on dit aux mamans qu'on va les vacciner contre la coqueluche, alors moi, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'ai arrêté de travailler, que je n'exerce plus. Donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont fait un vaccin coqueluche tout seul pour la coqueluche spécifique pour les femmes enceintes? Alors j'ai regardé sur internet, je n'ai rien trouvé, donc je suis allée dans une pharmacie et j'ai interrogé la pharmacienne et qui a regardé et qui m'a spécifié que effectivement il n'existe pas de vaccin coqueluche tout seul. Donc, on fait au mieux, eh bien, diphtérie, tétanos, coqueluche, voilà. Avec Et polio. malheureusement, non, on peut faire un tri et la plupart du temps, eh bien, on fait à la maman, un Inforix Quinta, voire même un Inforix Hexa. Voilà. Donc, le bébé, voilà, le fœtus, reçoit cette information et moi, la question que je me pose, parce que voilà, comme d'habitude, on n'a absolument aucune étude, c'est quid de l'effet donc de cette injection, alors d'abord sur la maman, sur l'immunité de la maman qui donc, est censée faire des anticorps, mais est-ce que le bébé va recevoir ces anticorps et va arriver avec des anticorps déjà contre cette maladie ou enfin ces maladies, parce que c'est pas une maladie, mais c'est au mieux 3 et peut-être 5 ou 6. Est-ce que voilà et là, je n'ai jamais rien lu, qui permette de dire qu'il y a eu des dosages d'anticorps chez ces enfants qui arrivent et qui sont censés donc être déjà protégés contre la coqueluche et d'autres maladies aussi. Donc ce serait intéressant donc de faire des études pour voir ce qui se passe. Alors
On propose aussi maintenant la grippe, voilà. Alors, parce que ce n'est pas une maladie quand même mortelle chez des gens jeunes et en général en bonne santé. Donc là aussi, jamais d'études, jamais de preuves, jamais ah et chez les bébés, quid? Rien non plus, voilà. Et puis maintenant, on propose, l'injection covid, qui n'est donc plus une vaccination, mais ARN messager comme tout le monde le sait maintenant. Et là, on commence à constater quand même des choses importantes. Et j'ai reçu une information il y a 24 ou 48 heures, qui provient, de des pompes funèbres, hein, d'Australie, je crois, et qui spécifie, je ne sais pas trop parce que comme j'étais à Toulouse et cetera et je suis rentrée hier et j'ai lu un peu en diagonale tout ça et qui spécifie que jusqu'à présent, ils enterraient un bébé par mois et que les chiffres semblent être passés, au moins dans ce pays-là, à 4 par semaine. Donc on peut se poser des questions. Voilà, alors, moi je ne dis pas que ce sont les vaccins, mais il faut, vérifier, il faut poser des questions, il faut faire des études, il faut aller plus loin et on ne peut pas laisser des choses comme ça se faire. C'est pour moi qui suis médecin, je suis là pour défendre la vie et donc je me pose des questions et j'aimerais que l'on sache le pourquoi du comment. Voilà. Mais surtout, est-ce que les bébés, les fœtus, quand ils naissent, sont protégés contre ces maladies ou pas? On n'en sait absolument rien et on recommence à vacciner. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi faire un distinguo entre les mamans qui ont été injectées et vaccinées, et le nombre de vaccins qu'on va faire ensuite chez les enfants? Est-ce que ceux-là mériteraient de recevoir moins d'injections? On n'en sait rien. Ou est-ce que, ces injections, qui sont faites pendant la grossesse ne changent rien chez les enfants et il faut maintenir donc là aussi, ce sont des questions qui sont intéressantes à poser et sur lesquelles il faudrait faire des études pour savoir exactement ce qui se passe ou pas. Voilà. Donc par rapport aux femmes enceintes, moi je dis que là, on joue quand même vraiment avec le feu et qu'il faudrait savoir. Et puis avec toutes ces vaccinations qui remontent maintenant à très, très, très longtemps, hein, puisque 1774 pour Louis XVI, quel est l'impact sur notre propre immunité personnelle? Là aussi, on n'en sait rien. On retrouve maintenant beaucoup, beaucoup et très fréquemment de virus de type herpès. Est-ce que justement c'est en lien avec cette variolisation ancienne ou est-ce que c'est une évolution physiologique des germes? Parce qu'on sait très bien que les germes, les virus, les bactéries, les champignons, eh bien, ils évoluent dans le temps. Voilà. Et donc là aussi, ce serait très intéressant de savoir. Et puis, l'impact que l'on a. Et puis, il y a une autre question aussi que moi je me pose par rapport aux femmes enceintes, c'est le rôle de l'alimentation et les animaux à l'heure actuelle sont excessivement vaccinés et pour beaucoup avec, des injections à ARN messager. Alors est-ce que le fait de cuire les aliments, est-ce que le fait de cuire les aliments, heu, fait disparaître, atténue, modifie ces injections? Là aussi, on n'en sait rien, on n'a pas d'études, pas de réponse et je pense que tout ça, c'est un vaste terrain, d'études qu'il va falloir ouvrir et entreprendre et de façon à aller voir ce qui s'y passe, aussi bien dans les effets, positifs peut-être que négatifs, quelle évolution ça a, quel rôle ça joue et cetera et cetera. Donc moi, ça fait très longtemps que je me pose toutes ces questions, mais les choses évoluent trop vite à l'heure actuelle et sans qu'on ait le temps de réfléchir et de voir la portée des actes que l'on accomplit et ça, c'est un petit peu, c'est pas très scientifique à mon avis. Voilà ce que je voulais dire au sujet des femmes enceintes. Mmh. Très bien, un grand merci Martine Gardenal. Moi, je vais rajouter quelque chose si c'est Oui, possible. bien sûr, Sophie. Alors, bien sûr que ce que je vais dire, ça n'a pas forcément une valeur scientifique, etc. Mais disons que ça fait plus de 10 ans que je travaille sur un groupe où il y a énormément de personnes, puisqu'il y a plusieurs dizaines de milliers de parents qui viennent soit demander de l'aide ou faire des témoignages, etc. Et
j'ai discuté avec beaucoup de parents, dont des mamans à qui on proposait effectivement le vaccin coqueluche pendant la grossesse. Moi, ce que j'ai toujours vu sur les prescriptions, c'est le Boostrix ou le Repevax qui sont des DTP coques prévus pour rappel des adultes, alors que les Infanrix Quinta ou Hexa, c'est des vaccins pédiatriques. Il n'y a pas d'essai clinique sur l'utilisation de ces vaccins chez les adultes. Et moi, j'ai jamais vu de prescription chez des adultes avec un Infanrix Hexa, par exemple, puisque ça contient en plus l'hépatite B, l'Hexa, l'hexavalent. Exact, exact. Donc, voilà. Donc, enfin, moi, je sais pas, quand je lis la notice d'Infanrix Hexa, ils disent carrément qu'il n'y a pas d'étude d'utilisation de ce vaccin chez les enfants de plus de 3 ans. On ne sait pas ce que ça fait. Voilà, donc enfin, je trouve ça étonnant que des médecins prescrivent un truc pareil sur une femme enceinte et une adulte. Voilà, moi j'ai toujours vu Boostrix, Repevax qui sont des DTP coques, rappel de l'adulte classique, voilà. Mais pour autant, est-ce qu'il y a eu des études sur ces vaccins par rapport aux femmes enceintes? L'impact sur l'immunisation des bébés à naître, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, sur la coqueluche, on dit aussi souvent, on parle de la stratégie de cocooning, qui est souvent mise en avant par les autorités sanitaires de différents pays. Ça consiste à vacciner tout l'entourage du bébé contre la coqueluche. Donc, ça veut dire contre des TP coques minimum. Ce qui veut dire vacciner les frères et sœurs, le père, la mère, les grands-parents, la tante, les oncles, pourquoi pas le facteur, la boulangère, tant qu'on y est, enfin bon, et le plombier aussi, voilà, tous les gens qui peuvent être en contact avec l'enfant ou qui rentrent dans le logement des parents, il faudrait les vacciner. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une naissance, on vaccine 30 personnes ou 40, 50 personnes minimum, ou moins 20, quoi. Enfin, je veux dire, c'est difficile de faire moins de 20. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le site mesvaccins.net, moi, j'ai trouvé un article qui parle de l'efficacité du vaccin de la coqueluche. Et il dit carrément que lui, à l'heure actuelle, c'était il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il n'avait aucune étude qui prouvait que la stratégie de cocooning est efficace. Or, il y a un autre article sur le vaccin de la coqueluche de l'Institut Pasteur de Lille qui est très intéressant, puisque c'est Camille Lotsch, qui est un des principaux spécialistes en France de la coqueluche, qui a essayé de mettre au point un vaccin anti-coqueluche nasal avec la souche entière de la bactérie dedans. Et il s'intéresse à ça pourquoi? Parce que le vaccin coqueluche, très couramment utilisé, qui est contenu dans les hexavalents ou dans le Repevax ou Boostrix, etc., c'est un vaccin qui ne permet pas d'éviter la transmission. C'est-à-dire que quand une personne est vaccinée, d'abord, on a quand même des cas de coqueluche, notamment à cause des souches Bordella parapertussis, alors que le vaccin protège contre pertussis. Donc, en fait, il semble qu'il y a certaines études qui montrent que quand on vaccine les enfants massivement contre Bordella pertussis, on double les risques d'infection Bordella parapertussis. Et en fait, les enfants qui ont la coqueluche, que ce soit avec pertussis ou parapertussis, ils ont la coqueluche. Le problème des parents, c'est pas d'éviter la coqueluche pertussis, c'est d'éviter la coqueluche tout court. Or, en fait, le vaccin, il y a une efficacité qui est assez mauvaise pour un vaccin, puisqu'on parle de l'ordre de 70%, ce qui est pas bon, ce qui est vraiment pas bon. Et en plus, la durée d'efficacité, ça serait pas plus que 2 ou 3 ans. Or, on ne fait pas de rappel tous les 2 ou 3 ans, encore heureux. Du coup, il y a un souci sur la protection collective supposée de la vaccination et donc l'histoire du cocooning. Donc, je corrige effectivement, c'est Bordetella pertussis et pas Bordella, pardon. Très bien. Est-ce que vous êtes prête pour qu'on passe au Beyfortus, qui a beaucoup étudié Hélène Banoun, les effets, la balance bénéfice-risque. Vous avez beaucoup à en dire, je crois. Le Beyfortus, à qui s'adresse-t-il? Alors, vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui. Alors, on répondra aux questions, enfin au sujet abordé par Martine et Sophie après. Peut-être je vais parler du Beyfortus. D'accord. Voilà, je mets mon minuteur. Pardon. Tu me diras si je dépasse. Voilà. Donc, alors, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, son nom officiel, c'est Nirsevimab. C'est des noms très compliqués à se rappeler. C'est un anticorps monoclonal, c'est-à-dire, je vous rappelle que quand on rencontre un pathogène ou même un antigène, on fabrique naturellement des anticorps. Tous les animaux, tous les humains. Et donc, ils ont eu l'idée, au lieu de vacciner, c'est-à-dire d'injecter un pathogène ou un antigène, c'est-à-dire
une bactérie ou un virus, eh bien, on va directement injecter au nouveau-né l'anticorps. Parce qu'on sait que, par exemple, pour la bronchiolite, ici, on parle du Beyfortus, c'est un anticorps monoclonal pour protéger contre la bronchiolite du nouveau-né. On sait que pour la bronchiolite, le bébé, lui, il est incapable de fabriquer de s'immuniser petit. Voilà. En général, c'est difficile pour les bébés de s'immuniser, mais alors pour cette maladie-là, on sait que ça ne fonctionne pas. Donc, ils ont eu l'idée d'injecter directement l'anticorps. Et donc ça, évidemment, les anticorps, il faut les fabriquer. Alors, c'est des techniques qui datent des années 70-80, qui sont assez connues, mais qu'on améliore sans arrêt. Et donc, on fabrique ça dans des laboratoires. Bon, c'est assez compliqué à fabriquer. C'est pour ça que c'est un produit qui est assez cher. Voilà. Et donc, ça, c'est destiné contre la bronchiolite. Alors, la bronchiolite, c'est reconnu par toutes les institutions, en particulier la HAS, la Haute Autorité de Santé en France, que c'est une maladie bénigne, généralement qui évolue spontanément, favorablement, sauf pour des enfants qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont déjà des problèmes de santé très graves. Donc, c'est pour ça qu'il existait déjà un anticorps monoclonal qui s'appelait le Synagis, qui était réservé uniquement aux enfants qui étaient en mauvaise santé, parce que c'était très cher, comme je vous ai dit, et en plus, c'était un médicament qu'il fallait injecter tous les mois pendant la saison. Donc, ça pouvait faire 3-4 injections, et ça revenait très, très cher, et puis c'était très lourd d'un point de vue logistique. Donc, ils ont cherché à améliorer ces anticorps monoclonaux, et ils ont modifié la structure du Beyfortus, donc par rapport au Synagis qu'il y avait avant, pour qu'il dure plus longtemps. Mais pour qu'il dure plus longtemps, ils ont modifié une espèce de petit hameçon qu'il a, cet anticorps monoclonal, et qui lui permet de s'attacher aux cellules. Et ça, quand l'anticorps monoclonal s'attache aux cellules, ben, il rentre mieux, si vous voulez, sauf que quand il y a le virus qui se balade dans le corps, l'anticorps, il va s'attacher au virus. Et de l'autre côté, par son autre partie, il va s'attacher à la cellule. Et donc, c'est possible, et c'est d'ailleurs à craindre, qu'il facilite l'entrée du virus dans la cellule au lieu de protéger contre la maladie. Et ça, on savait déjà depuis les années 60 qu'on avait essayé des vaccins inactivés contre la bronchiolite. Et dans les essais, malheureusement, il y a 2 enfants qui sont morts de la bronchiolite. Il y a les enfants qui ont été vaccinés dans cet essai, 80% ont attrapé la bronchiolite, alors que chez les non vaccinés, dans les groupes témoins, ils n'ont pas du tout été malades. Et donc, je vous rappelle, 2 qui sont décédés. Donc, ils ont immédiatement arrêté les essais et ils ont mis de côté cette idée de vacciner des enfants. C'est rapproché du fait que maintenant, quand on fait des essais, qu'il y a des morts, on n'arrête plus les essais. Mais à cette époque-là, on était encore raisonnable, on arrêtait les essais. Et donc, pendant longtemps, on n'a pas eu de vaccin. Et puis là, finalement, on s'aperçoit que maintenant, depuis 2021-2022, la nouvelle poule aux œufs d'or des laboratoires, c'est justement la bronchiolite. Parce qu'ils ont décidé de mettre au point justement ces anticorps monoclonaux pour les bébés et puis des vaccins pour les femmes enceintes et pour les adultes. Et là, je viens de voir que c'est recommandé aux États-Unis maintenant la vaccination de tous les adultes contre la bronchiolite, qui est une maladie bénigne du nouveau-né. Ce n'est pas une maladie de l'adulte. Alors, c'est une maladie des très vieilles personnes, peut-être, mais sûrement pas des adultes sains. Donc, c'est vraiment la nouvelle poule aux œufs d'or au niveau des vaccins. D'ailleurs, si vous allez sur les sites boursiers, vous allez voir que c'est vraiment là-dessus qui compte pour faire des milliards de bénéfices. Les vaccins contre la bronchiolite et les anticorps monoclonaux contre la bronchiolite chez les nouveau-nés. Alors, le prix, comme l'avait fait très raisonnablement remarqué Sophie en septembre de l'année dernière, le prix en France, il était secret. Jusqu'à avril 2024, il y a quand même eu une campagne d'immunisation de tous les bébés entre septembre et janvier, mais jusqu'à avril 2024, on ne connaissait pas le prix. Maintenant, on le connaît, c'est 402 € la dose. Et il faut savoir qu'en Allemagne, maintenant, le prix, il est à 450 €, mais avant, on sait qu'il était à 1 350 €. On peut imaginer le prix auquel il était en France, voilà, avant qu'il soit révélé. Aux États-Unis, c'est 500 $. Voilà. Et donc, il y a des études d'ailleurs qui ont montré, des études financières qui ont montré que même à ce prix-là, ce n'était pas rentable d'immuniser tous les bébés.
si on, en tenant compte de l'efficacité officielle contre les hospitalisations. C'est-à-dire, le but de vacciner tous les bébés, pas d'immuniser tous les bébés, parce que ce n'est pas un vaccin, c'est de protéger l'hôpital. C'est pas de protéger les enfants, c'est de protéger l'hôpital contre une saturation. Or, une saturation par hospitalisation pour bronchiolite. Bon. Eh bien, les études officielles ont montré que, vu l'efficacité annoncée contre la bronchiolite, c'est pas rentable. Sauf qu'ils ne tiennent pas compte de la protection contre les hospitalisations toutes causes. Parce que qu'est-ce qui est important pour ne pas saturer l'hôpital? C'est de pas que les bébés soient hospitalisés pour une cause ou une autre. C'est pas uniquement pour le VRS. Voilà, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure à propos d'autres maladies, quoi. Donc, finalement, déjà, c'est pas rentable pour protéger contre les hospitalisations VRS, mais moi, j'ai regardé dans les études, les essais cliniques et la campagne de les résultats des campagnes d'immunisation, donc qu'il y a eu aux États-Unis, en France, au Luxembourg et en Espagne cette saison, ça diminue pas du tout les hospitalisations toutes causes. Donc, d'un point de vue commercial, c'est déjà pas rentable avec ces prix élevés. Alors là, j'ai soumis un article dans une revue internationale, là, il y a 2 jours, donc il ne sera pas publié tout de suite, mais j'espère qu'il sera publié bientôt. Donc j'ai analysé tous les essais cliniques, toutes les campagnes d'immunisation. Et alors, en effet, d'après les essais cliniques et les résultats officiels, ça diminue les hospitalisations pour VRS, mais pas les hospitalisations toutes causes. Mais ça, il faut quand même bien tenir compte du fait qu'ils essayent d'éliminer dans les essais cliniques et dans les résultats officiels tout ce qui se passe juste après l'injection. C'est-à-dire que les bébés, ils sont injectés en France à la sortie de la maternité, c'est-à-dire 3 à 4 jours de vie. En Espagne, c'est le jour de la naissance. Aux États-Unis, on ne sait pas trop, mais c'est aussi dans les premiers jours de vie. Et donc là, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand on injecte un bébé, ça je l'ai vu dans les essais cliniques sur les adultes et même sur les bébés, le taux d'anticorps dans tout le corps entier, il n'est pas tout de suite au maximum forcément parce qu'on le met dans le muscle et ça monte tout doucement. Et si vous avez du virus qui circule, par exemple dans la maternité ou ailleurs, et que le taux d'anticorps n'est pas encore assez élevé, il y a un taux très faible d'anticorps qui circule, et ça va favoriser l'entrée du virus dans les cellules au lieu de protéger contre la maladie. Et c'est donc ce qu'on appelle la facilitation. Et c'est ça qui a provoqué, donc, dans les essais avec un vaccin inactivé dans les années 60, qui a provoqué le décès. Parce que là, les anticorps qu'on avait provoqués par injection, eh bien, ils étaient facilitants au lieu d'être protecteurs. Voilà. Et donc là, d'après ce que j'ai pu voir dans les essais cliniques et dans les campagnes, des résultats des campagnes d'immunisation, dans des rares cas, alors je ne dis pas que c'est tout le temps, heureusement c'est dans des rares cas, eh bien l'anticorps monoclonal qu'on a injecté, au lieu de protéger contre la maladie, il va favoriser la bronchiolite. Donc est-ce que c'est vraiment intelligent, scientifiquement et économiquement, d'immuniser tous les bébés alors qu'on sait que les seuls qui sont fragiles, c'est les bébés qui ont des graves comorbidités? Voilà. Alors là, on peut se poser la question, il y a aussi des possibilités que ça aggrave la maladie, mais il y a aussi des possibilités que ça les protège. Là, il y a une question à se poser entre le médecin et le patient et les parents. Mais en tout cas, immuniser tous les bébés, ça, c'est vraiment pas rentable du tout. Voilà. Donc, alors, juste des petits détails sur la manière dont donc les essais cliniques et les campagnes d'immunisation les résultats ont été mal interprétés. Si vous voulez, par exemple, dans les essais cliniques, il y a des enfants qui sont décédés de bronchiolite après avoir été immunisés par le Beyfortus. Il aurait fallu faire une autopsie pour voir si dans les poumons, ce n'était pas une attaque plus grave que sans immunisation. Voilà. Et ça n'a pas été fait, alors que c'est recommandé par l'Agence européenne des médicaments. Dans les essais cliniques, on doit, s'il y a des suspicions d'aggravation par le médicament, on doit on doit faire l'autopsie, on doit faire tout un tas de recherches qui n'ont pas été faites. Et aussi, dans les résultats et dans les résultats, l'interprétation des campagnes d'immunisation, eh bien, par exemple, en France, c'est publié
ils ont éliminé 52% des bébés qui avaient été immunisés pour voir si c'était efficace. Donc déjà, si on fait ça que sur 48%, déjà, ça pose problème. En Galice, parce que la Galice, donc c'est une province d'Espagne où ça a été fait très sérieusement, la publication est magnifique, sauf qu'il y a une petite phrase qui peut passer inaperçue, c'est « on élimine les infections nosocomiales ». Les infections nosocomiales, ça veut dire c'est ce qui s'attrape à l'hôpital. C'est-à-dire, et j'ai même posé la question à l'auteur principal, et il m'a répondu de manière assez floue, mais qui confirme bien, c'est-à-dire qu'un bébé qui naît, on lui injecte le Beyfortus à l'hôpital, mais il attrape la bronchiolite à l'hôpital parce que le virus circule. Eh bien, ces cas-là, ils sont éliminés de l'étude d'efficacité. Voilà. Et on ne sait pas combien il y a de cas. Voilà. Donc, et là, j'ai reposé la question combien, il ne m'a pas répondu. Donc, je pense que c'est assez clair. Voilà. Aux États-Unis, il y a une étude aussi qui a été parue, et là, ils éliminent carrément toutes les bronchiolites qui sont arrivées moins de 7 jours après l'injection. Donc, il y a vraiment une volonté d'éliminer, de masquer le fait qu'il peut y avoir d'aggravation des bronchiolites. Alors ça, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que moi, personnellement, j'ai eu plusieurs témoignages directs, mais vraiment en live, c'est-à-dire avec des personnes que je connais en face de moi, qui m'ont dit, dans ma famille, il y a eu des bébés qui sont nés sains, on leur a injecté le Beyfortus, ils sont partis direct en réanimation pour bronchiolite. Voilà. J'ai eu ça, j'ai eu sur Twitter plusieurs personnes, en gros peut-être une dizaine. Alors je me dis que statistiquement, si moi toute seule, on m'a rapporté une dizaine de cas où les bébés ont été injectés et tout de suite sont partis en réanimation pour bronchiolite, c'est qu'il doit y en avoir, quoi. Et donc voilà comment ils arrivent à les cacher. Voilà. Voilà, donc bon, je ne vais pas vous expliquer en détail les mécanismes moléculaires, pourquoi le fait d'avoir modifié cet anticorps, ça va augmenter les risques qu'il aggrave la maladie. C'est un peu compliqué. C'est ce que j'ai déposé comme article. Voilà, j'espère que ça va être discuté au moins. On peut le trouver où? Et alors encore la dernière. Internet, Pardon? Il est visible sur Internet, votre article? Alors, je viens de le mettre sur preprint.org, voilà, il est sur preprint.org. Bon, il faudrait que mais bon, là, c'est vraiment un article qui fait 40 pages. Bon, par contre, je voudrais insister, la seule figure de cet article, c'est ce que Christine Macquois, donc c'est son pseudonyme, a trouvé toute seule. Quand j'ai alerté sur le Beyfortus, elle est allée rechercher les statistiques de l'INSEE. Elle a regardé la mortinatalité, c'est-à-dire la mortalité juste après la naissance chez les bébés en France, entre 2 à 6 jours de vie. Elle a regardé ça sur les mois qui précèdent les injections du Beyfortus. La campagne a commencé le 15 septembre 2023. Elle s'est arrêtée en mars 2024, mais en gros, il n'y a plus rien eu en janvier 2024. Eh bien, elle s'est aperçue qu'il y avait une augmentation significative des bébés qui décédaient entre 2 à 6 jours de vie en septembre 2023, octobre 2023, décembre 2023, janvier 2024. Et ça commence donc après la campagne d'injection massive de Beyfortus. Alors, on a un creux en 2023 qu'on n'expliquait pas, mais là, j'ai vu qu'en fait, il a été publié par Epiphar, donc c'est des officiels, qu'en 2023, il y a eu, en novembre 2023, il y a eu pénurie de Beyfortus. Alors, en ville, dans les pharmacies de ville, ça n'implique pas obligatoirement que ça soit dans les hôpitaux, parce qu'on n'a pas les chiffres dans les maternités. Mais on peut penser que s'il y a eu aussi une pénurie dans les maternités, parce qu'après, ils ont recommandé des doses et puis ils ont mieux réparti. Je pense que ça avait été mal réparti dans les maternités. Certaines avaient fait des grosses commandes et puis il n'y en avait plus dans d'autres. Et donc après, s'ils ont réparti en décembre, ça pourrait expliquer ce creux d'excès de décès. Voilà, ça pourrait expliquer. Je ne dis pas que ça l'explique parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la maternité. Mais en tout cas, dans les pharmacies de ville, il y a eu un creux en novembre et ça pourrait expliquer donc le creux. Et donc malheureusement, cet excès de mortalité de bébés décédés entre 2 à 6 jours de vie pourrait être dû aux injections du Beyfortus. Donc dans de rares cas, je répète, dans de rares cas, ça peut aggraver la maladie. Voilà. Et donc, pourquoi continuer à faire ça? Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont décidé pour la prochaine campagne en 2024, parce que la Haute Autorité de Santé, la HAS, devait donner son avis en mai 2024. Moi, je n'ai toujours pas vu l'avis.
il y avait des documents, complémentaires qui devaient être, publiés par l'Agence européenne du médicament. Je leur ai demandé. Ils m'ont répondu une dizaine de fois qu'ils allaient me répondre, mais j'ai toujours pas eu le document, voilà. Donc je pense qu'il faut insister là-dessus, que peut-être pour la prochaine rentrée, on a encore, une possibilité de les faire freiner, quoi. Bien que ça soit la poule aux œufs d'or, voilà. Et peut-être que les États vont se poser la question: «Est-ce que ça vaut le coup de rembourser 400 € à 500 pour tous les bébés?» alors que finalement, même d'un point de vue, rentabilité économique, c'est pas rentable pour eux. Voilà. Voilà. Mmh. Il y a des questions précieuses à se poser avec, des vraies démarches, scientifiques souhaitables. Justement, en parlant de vaccins pédiatriques, enfin là, c'est pas un vaccin, ce sont des anticorps monoclonaux. En parlant de ce qui est présenté comme des vaccins pédiatriques, je vais passer la parole à Sophie qui veut nous rappeler l'historique de cette Mmh. vaccination rendue obligatoire. Voilà. Mmh. Avant de passer à ce sujet, je vais juste compléter un tout petit peu ce qu'a dit Hélène. Effectivement, moi j'ai vu beaucoup de dossiers de bébés, notamment chez les grands prématurés, à qui on faisait le Synagis tous les mois. Et il y avait des bébés préma qui recevaient 3, 4, 5, 6 doses de Synagis. Et en fait, quand on lit le RCP du Synagis, c'est écrit noir sur blanc qu'il y a des cas de décès suite au Synagis. Et d'autre part, moi j'avais lu une thèse de médecine qui s'intéressait à l'effet de la vaccination chez les grands prématurés. Et donc, c'est une étude qui date d'il y a quelques années, c'était une thèse de médecine, hein. Et donc, ça montrait qu'en fait, pour tous les grands prématurés, toutes les vaccinations, que ce soit le Synagis ou autre vaccination, en fait, suite à la vaccination, il y avait 60% des prématurés qui nécessitaient une réanimation cardiaque ou respiratoire dans les 48 heures qui suivaient une injection, que ce soit un Inforix ou un Prevnar ou un Synagis ou autre vaccin, hein. Et je trouvais ça hallucinant de savoir que dans les services de natalité, ils vaccinaient très, très tôt les prématurés, bien avant, l'âge, corrigé. C'est-à-dire on vaccinait des bébés qui étaient nés prématurés avant la date prévue initiale de leur vraie naissance. Donc ça veut dire comme s'ils avaient été dans le ventre de la maman, quoi. Alors qu'en plus, ils sont plus dans le ventre et qu'ils sont nettement plus fragiles parce qu'effectivement, par exemple, les poumons sont pas complètement terminés ou ils sont en très petit poids et ainsi de suite. Et malgré ça, on les vaccinait encore plus que des nourrissons nés à terme. Je trouvais ça fou, quoi, avec cette histoire de réanimation cardiaque respiratoire. Voilà, donc ça, c'était la chose que je voulais dire en complément. Et puis, maintenant pour passer donc aux 11 vaccins obligatoires, je vais faire un rappel historique donc effectivement de comment on est passé de 3 vaccins obligatoires, le DTP, à 11 vaccins obligatoires en 2017. Donc sur, le passage aux 11 vaccins obligatoires, en fait, ça s'est passé, d'abord parce que sous le gouvernement Hollande, Marisol Touraine a mandaté d'abord Sandrine Hurel, qui est une députée, à faire un rapport sur le problème de la vaccination obligatoire en France. Suite à quoi, elle a recommandé qu'il y ait une commission. Donc, en fait, avec des consultations citoyennes, de gens tirés au sort et de professionnels tirés au sort. Ce qui a été fait avec ce qu'on appelait la commission Fischer, qui a siégé en 2016. Ça a duré à peu près 6 mois. Cette commission réunissait donc un jury de professionnels de santé et un jury de patients, hein, qui ont eu plusieurs week-ends où ils ont travaillé, où on leur a expliqué en gros les bases de la vaccination, le calendrier vaccinal, enfin toutes les choses habituelles, quoi. Ils ont rencontré aussi des associations de victimes d'effets indésirables de vaccins et ils ont rendu leurs conclusions le 30 novembre 2016. Le jour de ces conclusions, donc, Alain Fischer annonce qu'il recommande de passer à 11 vaccins obligatoires, alors que le jury de citoyens ne s'était pas prononcé sur la question qui leur avait été posée, qui était la suivante. On leur disait: est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire uniquement le DTP obligatoire et les autres recommandés? Ou alors, est-ce qu'il faut que tous les vaccins ne soient que recommandés? Ou alors, est-ce qu'il faut que tous les vaccins soient obligatoires? Et donc, le jury de citoyens ne s'est pas prononcé sur ça. Ils ont juste dit qu'ils pensaient que c'était souhaitable de poursuivre les recherches par rapport à la problématique des adjuvants aluminiques et la sécurité de ces adjuvants aluminiques. Le jury de professionnels de santé, lui,
s'était prononcé clairement en faveur de la levée de toutes les obligations, y compris celle du DTP. Donc ça veut dire que le projet, c'était ça. Et il y a quelqu'un d'autre qui était aussi un avocat acharné de la levée de l'obligation vaccinale, c'est quand même Daniel Floret, qui était le président du comité technique des vaccinations en France pendant des années. Lui, il disait l'obligation DTP ne se justifie plus. D'accord. Et le jury de professionnels disait qu'il valait mieux chercher à convaincre plutôt que de contraindre. Donc, ils étaient pour la levée de l'obligation. Malgré ça, Fischer annonce qu'il était pour l'obligation des 11 vaccins. Un des arguments, c'était de dire que les vaccins étaient tous importants et pour les familles, c'était un peu confus d'avoir des vaccins obligatoires d'un côté et des vaccins recommandés de l'autre. Il y avait des parents qui pensaient, soi-disant, que les vaccins recommandés étaient moins importants que les vaccins obligatoires. Donc, pour augmenter la couverture vaccinale au maximum, ils recommandaient de rendre tous les vaccins obligatoires. Le problème, c'est que depuis, entre parenthèses, ça c'est quand même intéressant, depuis, progressivement, ils ont rajouté d'autres vaccins recommandés au calendrier vaccinal et ils sont en train de décider de rendre des vaccins supplémentaires obligatoires à partir de 2025. Un autre aspect très important. Le professeur Daniel Floret est professeur de médecine, on est d'accord? Absolument, oui, oui, et spécialiste de la vaccination. Pour les personnes qui écoutent. Oui, oui. Pardon? Il était oui, pédiatre, oui, absolument, spécialiste en vaccination depuis des années. Donc, il a été à la tête du comité technique des vaccinations. C'est pas pour rien, quoi. Je veux dire, c'était quand même sa spécialité. Donc, le professeur Fischer, donc recommandait de passer à 11 vaccins obligatoires. Et il disait qu'il fallait augmenter les couvertures vaccinales, alors que pour la plupart des vaccins, ils étaient déjà très, très élevés. Il y avait des vaccinations qui n'étaient pas obligatoires, comme par exemple l'hépatite B, et la couverture vaccinale était déjà extrêmement élevée, bien qu'il y avait des réticences dans la population sur ce vaccin. Donc, c'est quand même assez curieux de prétendre qu'il fallait absolument passer au vaccin obligatoire. Et puis, par la suite, donc, il y a eu la fin du mandat de Hollande au mois de mai 2017, quelques mois après. Il y a eu la passation de pouvoir entre Marisol Touraine et Agnès Buzyn. Et la première mesure qu'a annoncé le gouvernement Macron, c'était de dire début juillet qu'ils allaient rendre les 11 vaccins obligatoires pour le 31 décembre 2017, hein, pour le 1er janvier 2018. Ce que j'ai trouvé très singulier parce que ça voulait dire qu'ils passaient par-dessus le fait que pour les rendre obligatoires, il fallait que ça soit voté par le Sénat et l'Assemblée nationale. Comme si ça allait de soi que le Sénat et l'Assemblée nationale allaient être pour. Ça ne se discutait pas, quoi. Hein, comme disait Marisol Touraine, ça ne se discute pas, la vaccination. Ben, si, justement, ça se discute. Et ce que je voudrais insister aussi sur un autre épisode que moi j'ai trouvé très singulier, c'est le moment où la loi a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont fait passer le texte d'abord comme réglementairement, en première lecture à l'Assemblée, ensuite ça passe au Sénat, et ensuite c'est revoté une dernière fois définitivement par l'Assemblée. Ce deuxième vote définitif est passé un vendredi soir à quelque chose entre minuit et 1h du matin, alors que le week-end, il y a beaucoup de députés de province qui rejoignent leur permanence en province parce qu'ils ont des rendez-vous avec les électeurs et qu'il faut qu'ils honorent une présence à leur permanence. Et la plupart du temps, ils sont en permanence le vendredi. Donc, le vendredi soir, on était à peu près certain qu'il y avait beaucoup de députés qui n'étaient pas là. Pour mémoire, il y a 277 députés, oui, c'est ça, 277 députés à l'Assemblée nationale. Il n'y avait même pas 90 députés présents au moment du vote. Ensuite, une autre anecdote qui est quand même singulière, c'est que juste avant de passer au vote, après avoir lu, discuté, différentes personnes qui ont proposé des amendements, etc., il y a eu donc une députée de La République En Marche qui est montée à la tribune et qui a témoigné en disant, en racontant une anecdote, sans donner tellement des détails précis qui étaient quand même très importants. Elle a dit autrefois, j'ai perdu un enfant parce que je ne me suis pas fait vacciner. Et en fait, elle disait pas de quelle maladie il s'agissait. Et on a su après, elle parlait de la toxoplasmose. Et voilà. Et la toxoplasmose, il n'y a pas de vaccin, premièrement. Et deuxièmement, ça ne fait absolument pas partie des 11 vaccins. Donc, bien entendu, il y a des cas dramatiques suite à des maladies. Il y a des enfants qui meurent suite à des maladies. Personne ne nie cette chose.
La question, c'est que les morts de bébés de toxoplasmose, c'est quand même pas si courant. Et en plus, c'est pas parce qu'on allait rendre les 11 vaccins que tout d'un coup, les bébés qui étaient malheureusement atteints pendant la grossesse de la maman de la toxoplasmose n'allaient pas être sauvés par les 11 vaccins. Donc, c'était assez curieux de raconter ça avec le côté un peu, comment dire, émotionnel. Voilà. Suite à son témoignage, la séance a été immédiatement suspendue pour 10 minutes et à reprise de la séance, le vote a été immédiatement posé. C'est-à-dire que les députés, ils étaient sous le coup de l'émotion du témoignage de cette femme qui disait, vous vous rendez compte, à cause des gens qui ne vaccinent pas, et moi j'en fais partie, il y a des bébés qui meurent. Enfin, c'était complètement faux, quoi. Voilà. Exactement comme quand Buzyn disait au mois de juillet 2017 qu'il y avait des bébés en France qui mouraient de la rougeole parce que non vaccinés. Ça aussi, c'était faux. Les chiffres officiels de la mortalité de la rougeole, c'était 2 à 3 morts par an. Et même entre 2008 et 2011, où il y a eu une épidémie de rougeole assez importante en France, sur les 3 années, il y a eu 20 morts. Et sur ces 20 morts, il y en a 70% qui étaient des personnes avec des comorbidités. La moyenne d'âge de la mortalité, c'était 23 ans. La plupart, c'était des adultes entre 20 et 30 ans. Il y a eu 2 adolescents entre 11 et 14 ans. Mais des enfants et des bébés, zéro. Zéro, zéro, zéro. Donc, dire que des enfants meurent aujourd'hui en France, c'est faux, c'est un mensonge éhonté. Et en plus, quand on parle de 2 morts, c'est pas parce qu'on va vacciner, je veux dire, 700 000 ou 800 000 bébés chaque année qu'on est sûr et certain que les bébés qui sont avec comorbidité ou avec grosse pathologie, imaginons un enfant de 3 ans qui a une leucémie, par exemple, évidemment que s'il suit une chimiothérapie et s'il attrape une rougeole derrière, il y a quand même des risques qu'il y passe. Effectivement, mais il peut y passer qu'une angine ou une bronchite. Donc voilà, faut être un peu sensé, quoi. La population générale et les bébés en général ne risquent pas de mourir de la rougeole. C'est quand même vachement important. Et tout l'argumentaire d'Agnès Buzyn, c'était de dire que, en fait, s'il y avait des enfants qui mouraient encore en France, c'était à cause des non-vaccinés. Mais c'est faux, quoi. C'est juste faux. Donc, je trouve que c'était important. Ensuite, que ce soit Fischer ou Buzyn, ils avaient mentionné à un moment donné que cette obligation ne serait que provisoire et que l'objectif était de lever l'obligation et qu'en fait, ils voulaient maintenir l'obligation pour retrouver la confiance. La confiance ne s'achète pas par la contrainte. La confiance, ça s'achète par la transparence et par l'honnêteté et l'intégrité des personnes. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on va contraindre les gens, même pendant 30 ans, que magiquement, ils vont avoir confiance. Non, je suis désolée. Quand il y a des familles dont les enfants décèdent, ils n'ont plus confiance dans tous les vaccins. Point à la ligne. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Obligatoire Merci ou pas, beaucoup. ils n'ont plus confiance. Voilà. Laquelle d'entre vous voudrait prendre la parole justement sur ces vaccins pédiatriques obligatoires, précisément sur ceux qui paraissent le plus problématiques et Moi, la question je vais oui, juste de la faire prévention des risques. Je vais juste Pardon, faire deux toutes petites remarques. Moi qui suis Mhm. médecin homéopathe et donc très très à l'écoute et puis, un peu plus dans l'observation que les médecins classiques, hein, ce qui n'est pas du tout une critique, hein, c'est juste un comportement différent. Même dans la rue, on repère très bien les enfants qui ont un impact, important avec le vaccin de la coqueluche parce qu'ils ont une toux qui est totalement spécifique. Et on l'identifie, mais très, très, très facilement. Même mon mari, me dit: «Ah, tiens, celui-là, il a une réaction importante». Donc on pourrait se poser des questions justement sur, quel impact alors évidemment, je ne vais pas interroger tous les parents en leur demandant: «Est-ce que cet enfant, en plus de ça, suite, est-ce qu'il a eu la coqueluche? Est-ce que» et cetera ou est-ce qu'il a eu des effets secondaires, post-vaccinaux? Est-ce qu'il a fait de l'asthme, de l'eczéma? Est-ce qu'il a fait bon voilà, ce serait intéressant. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose, moi, ça fait longtemps que j'avais commencé à travailler et là, à l'époque et bien, le la bronchiolite n'existait pas. Donc là aussi, on peut se poser alors il serait bon de se poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, ben, cette bronchiolite est apparue? Alors qu'avant, on en entendait moi je n'en avais jamais, 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 jamais parlé. C'est vraiment, une maladie nouvelle. Alors je sais bien que c'est l'évolution, c'est la vie,
Voilà. Et puis, j'en reviens aussi à l'éducation, auprès des parents. Il faut donner les vrais chiffres, hein. Le pourcentage de bébés qui sont, hospitalisés en France, pour, les bronchiolites, et c'est vraiment, très, très peu. C'est vraiment, ça représente, un très petit nombre d'enfants. Et avant, donc, ben, moi je n'ai pas souvenir d'avoir, fait hospitaliser des bébés, dans ma clientèle, alors bien sûr avant l'apparition de la bronchiolite, jamais. Et après l'apparition de la bronchiolite aussi, jamais, parce que, on peut faire des tas de choses, mais surtout il faut être vigilant sur, l'état immunitaire des tout petits. Et ça, là-dessus, effectivement, cette obligation vaccinale, ben, pose beaucoup, beaucoup de questions. Et il va falloir, se pencher dessus, parce que on ne peut pas, comme ça, sacrifier, une population, de tout petits, et sans se poser, de réelles questions, en n'ayant pas de réponse. Voilà, je crois que ça, c'est important à dire aussi. Merci Voilà. beaucoup. Je passe la parole à Hélène qui voudrait rajouter quelque chose sur les vaccins pédiatriques et la bronchiolite, justement. Alors, je voulais rajouter donc que sur les vaccins pédiatriques anciens, classiques, il n'y a pas d'études randomisées en double aveugle, ce qu'on met toujours en avant pour les nouveaux médicaments, qui montrent qu'ils sont efficaces et qui sont sûrs, qui ne sont pas toxiques. Il n'y a rien qui a été fait. Parce que la justification qu'on nous donne, c'est: ah ben, ce ne serait pas éthique de prendre un groupe d'enfants qui servirait de placebo et qui n'aurait pas ces merveilleux vaccins. Voilà. Donc, ils ne le font pas. Ils l'ont jamais fait, ils le feront pas. Maintenant, ils ont cette justification. Par contre, il y a tout un tas d'études indépendantes quand même, hein, qui ont été faites et qui montrent que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé que les enfants vaccinés. Alors évidemment, ils vont attraper peut-être la rougeole, mais il faut se rappeler que la rougeole, avant qu'on en fasse, qu'on la diabolise, c'était une maladie bénigne, puisque tous les enfants attrapaient la rougeole, quasiment tous, et il y avait, comme vous l'a rappelé Sophie, quasiment pas de décès. C'était vraiment une maladie d'ailleurs je pense que l'espèce humaine, elle a évolué avec la rougeole, puisque ça a dû apparaître dans la préhistoire quand on a commencé à domestiquer les bovins. C'est une maladie qui est arrivée par les bovins domestiques. Et donc, tous les enfants attrapaient ça. Et en fait, ça participait au façonnage de notre système immunitaire. C'était même pas une maladie, c'était un passage obligatoire immunitaire. Et donc, on a supprimé ça avec le vaccin. Enfin, on l'a supprimé, on l'a modifié, puisque le vaccin, c'est quand même un vaccin virus vivant. Donc, il se passe quelque chose, mais c'est pas la même chose qu'avec la maladie. Et donc, il y a des gens qui ont dit que peut-être il y avait un rapport entre l'augmentation des allergies avec le fait qu'on soit plus immunisé contre la rougeole, naturellement. Parce qu'on avait remarqué qu'avant, les enfants qui étaient allergiques, une fois qu'ils avaient fait la rougeole, ils n'avaient plus ces allergies. Voilà. Donc tout ça, on ne l'a jamais étudié, hein, on ne sait pas. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Sur la bronchiolite, alors, par rapport à ce que disait Martine, que c'était une maladie récente. Alors déjà, il y a 2 explications à ça. C'est que déjà, le virus de la bronchiolite, en fait, d'après ce qu'on peut savoir, c'est qu'il est passé, du chimpanzé à l'homme assez récemment, à la fin du siècle dernier, du fait d'études en laboratoire encore. C'était un virus de singe qui est passé à un manipulateur dans un labo aux États-Unis, et ensuite on a vu la bronchiolite se répandre autour de ce laboratoire, et ça s'est répandu dans le monde entier. Donc ça peut expliquer déjà la bronchiolite, donc due au virus respiratoire syncytial, ça n'existait pas avant. Et puis il faut dire aussi qu'on met dans le même sac plein d'affections des enfants respiratoires, d'affections respiratoires, et qu'on appelle ça bronchiolite. Alors dans la classification officielle des maladies, il y a différents codes. Et dans bronchiolite, vous avez les bronchiolites à VRS, c'est-à-dire à virus respiratoire syncytial spécifiquement, et puis vous avez tout un tas d'autres maladies qui ressemblent, et c'est pas clair comment ils les classent. Voilà. Il faut bien faire attention à ça. Voilà. Et donc, quand c'est classé, quand c'est coché à l'hôpital, évidemment, on peut se poser la question, quand il y a un bébé qui vient d'être immunisé par le Beyfortus contre la bronchiolite à VRS, est-ce que le médecin il va spontanément cocher bronchiolite à VRS s'il y a la bronchiolite? Est-ce qu'ils vont tester le VRS? Oui, ils le testent, mais est-ce qu'ils vont spontanément cocher ça, ou ils vont cocher ce bronchiolite plus général? Voilà. Voilà. Donc c'est Très tout bien. ça, il faut faire la différence. Ouais. Merci pour cette Après, c'était
Non, j'avais noté quelque chose, oui, c'était juste par rapport à au rappel historique qu'avait fait Martine sur la variole. Je voulais rappeler juste la phrase, que je cite tout le temps, du mathématicien et médecin, Daniel Bernoulli du 19e siècle, hein, qui a dit au 19e, pardon, au 18e siècle, dans les années à la fin des années 1700, que on savait que la variolisation tuait des bébés au berceau, mais qu'au final, c'était un bénéfice global pour la santé des populations et un bénéfice pour le prince, c'est-à-dire pour le gouvernement, puisque les adultes, une fois qu'ils étaient protégés de la variole à l'âge adulte, ben, ils pouvaient produire. Et quand il y a une épidémie qui arrivait, ils étaient protégés. Voilà. Et juste par rapport au fait que Louis XVI s'était très bien porté de sa variolisation, peut-être c'était dû au fait aussi qu'il était déjà immunisé naturellement, qu'il avait vu la variole jeune et que voilà, il a pas souffert du vaccin. Alors tout ce qu'a raconté Sophie sur la variole, la variolisation en période épidémique, ben, on a 3 articles sur emcib.org, AIMSIB. Vous tapez AIMSIB variole et vous verrez 3 articles de Bernard Guenbeau qui vous expliquent toute l'historique de ces campagnes de variolisation en pleine période épidémique qui ont fait des varioles graves, voilà, qui peut expliquer ces résultats catastrophiques aux îles Philippines. Voilà. Bien. Un grand merci. Je vais mettre de toute façon des liens en descriptif de la vidéo. Je voulais repasser la parole à Sophie pour parler de cette histoire de classement qui a été mal interprété, un classement de ces vaccins en liste des substances vénéneuses. Il y a quelque chose à dire là-dessus avant de passer au vaccin anti-méningocoque. Alors, sur le classement dans les substances vénéneuses, en fait, pratiquement tous les médicaments sont classés en substances vénéneuses, en tout cas tout ce qui est sous prescription. Tous les médicaments ou vaccins qui sont soumis à prescription, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter en vente libre, comme par exemple le Doliprane qu'on peut acheter en vente libre, tous ces médicaments et ces vaccins sont classés en substances vénéneuses. Ce qui est curieux dans ce classement sur les vaccins, c'est qu'il y a certains vaccins qui n'ont pas classé en substances vénéneuses, comme par exemple le vaccin antidiphtérique et antitétanique, et le vaccin de la grippe et le vaccin Covid. Et pourquoi? On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On trouve ça un peu incohérent. Soit tous les vaccins sont classés en substances vénéneuses et tous sont soumis à prescription, ce qui semblerait quand même élémentaire, puisque c'est un acte médical de vacciner, c'est pas anodin. Et ensuite, on ne sait pas exactement pourquoi ils ont fait un classement si, comment dire, morcelé. Maintenant, ça semble être purement réglementaire par rapport au fait que ça soit sur prescription. Il y a une interprétation, je dirais, de la population normale, enfin classique, pas les gens qui sont médicaux, quoi. C'est qu'ils disent substance vénéneuse, donc ça veut dire que les vaccins sont des poisons. Mais tous les médicaments sont des poisons si on va par là. Une boîte de Doliprane, ça tue un homme, hein, soyons clairs. Donc oui, c'est un poison, comme beaucoup de médicaments. Et si c'est mal utilisé, ou si c'est mal prescrit, ou si c'est bon, oui, ça peut être toxique, évidemment. Donc c'est pas pour signifier que les vaccins sont des substances vénéneuses, à savoir comme du venin de serpent. C'est pas ça qu'on veut dire. C'est simplement qu'on veut dire que c'est un produit qui est actif et comme tous les produits actifs en médecine classique, ils ont une certaine toxicité et il y a une liste d'effets indésirables. Donc, dans ces conditions, s'il y a des effets indésirables, et il y en a certains qui sont graves, ça justifie d'autant plus le fait que on ne rende pas les vaccins obligatoires. En tout cas, ça remet en question la question de l'obligation, parce que du coup, si effectivement les gens prennent des risques, ben, la moindre des choses, c'est qu'on les informe de ces risques et ensuite qu'ils aient la possibilité de choisir de les prendre ou de pas les prendre. C'est la question du consentement. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Est-ce que l'une d'entre vous voudrait prendre la parole sur les vaccins anti-méningocoque et pneumocoque? Alors, oui, moi, je peux dire 2-3 mots là-dessus. Sur les vaccins anti-méningocoque et anti-pneumocoque, le problème qu'il y a, c'est que, une fois de plus, on a des études qui sont pas aussi bien faites que ce qu'on nous prétend sur la question d'efficacité et de l'innocuité déjà. Et deuxième problème, c'est que il y a déjà eu sur les pneumocoques, en tout cas, ce qu'on a appelé une pression de sélection. C'est-à-dire, quand on a commencé à avoir des premiers vaccins contre les pneumocoques, il y a eu un vaccin qui s'appelle le Prevnar 7 qui a été mis sur le marché.
et qui donc avait sélectionné 7 souches de pneumocoques alors qu'il en existe plus de 100. Ils avaient sélectionné les souches qui étaient les plus fréquentes en circulation en Amérique du Nord. Les pneumocoques, ce sont des bactéries qui sont impliquées dans des méningites, pneumonies ou septicémies, de manière générale. Donc, ils ont généralisé ce vaccin au monde entier. Le problème, c'est que, est-ce qu'on a vérifié, par exemple, que les 7 souches du Prevnar 7 correspondaient aux 7 souches qui circulaient principalement dans tout le monde, ou est-ce que c'était les mêmes partout, ou est-ce qu'il y en avait certaines en Europe, d'autres en Asie, d'autres en Afrique? Voilà, personne ne sait. Au bout de quelques années d'utilisation de ce Prevnar 7 de manière assez intensive, on s'est rendu compte, en tout cas en France, que le nombre d'infections invasives à pneumocoque, toutes souches confondues, a augmenté par rapport à la période avant l'utilisation du Prevnar 7. C'est-à-dire qu'au final, pour la santé publique, non seulement ça avait coûté de l'argent parce qu'on a dépensé des doses de Prevnar 7 par milliers, on a payé des consultations par milliers pour faire vacciner les enfants, mais par-dessus le marché, on avait plus d'infections invasives à pneumocoque, toutes souches confondues. Or, le problème des infections invasives à pneumocoque, comme les infections invasives à méningocoque, c'est pas d'éviter cette souche, c'est d'éviter toutes les infections à pneumocoque, tout court. Voilà. Donc, par la suite, donc, le laboratoire qui fabriquait le Prevnar 7 a très rapidement rajouté donc 6 souches supplémentaires pour sortir le Prevnar 13. Et maintenant, on est en train de nous préparer un vaccin qui va sortir en 2024, là, qui va être un pneumocoque à 15 souches et un autre pneumocoque à 20. Puis il y en a déjà un autre à 23. Mais on a l'impression que c'est une espèce de course éternelle, puisque plus on vaccine contre des souches, plus on va avoir d'autres souches qui jusqu'à présent étaient relativement silencieuses, tout d'un coup devenir majoritaires et invasives et beaucoup plus virulentes que ce qu'elles étaient avant qu'on ne vaccine. Donc au final, est-ce que au niveau de la santé publique, on est gagnant? C'est pas certain. Je pense que les plus gros gagnants, le bénéfice, ça, c'est clair que c'est les laboratoires qui vendent des millions de doses de vaccins dans le monde entier. Ça, eux, c'est sûr qu'ils font des bénéfices. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, voilà. Et ce que je voudrais dire aussi pour clore plus ou moins sur les pneumocoques, c'est que si on regarde les notices des vaccins pneumocoques pour nourrissons, il est indiqué qu'il y a une étude qui a été faite de co-administration du vaccin Prevnar et du vaccin Infarex Hexa. Donc, l'Infarex Hexa, c'est l'hexavalent qui contient diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus influenza B et hépatite B. Ça fait partie des vaccins obligatoires. Selon le calendrier vaccinal de France et de beaucoup de pays, il est recommandé d'injecter le même jour l'hexavalent et le Prevnar. Or, l'étude qui a été faite de co-administration montre qu'il y a un effet indésirable qui est relativement grave parce que c'est un effet indésirable qui dénote de troubles neurologiques importants. Il augmente, c'est-à-dire au lieu d'être, en faisant que un Forix, au lieu d'être que à, entre guillemets, 1,5% des enfants qui subissent cet effet, tout d'un coup, on passe à 2,6%. C'est pratiquement le double. Et quel est cet effet? C'est des enfants qui font une très forte fièvre à plus de 39,5, qui font des convulsions et qui en même temps ont ce qu'on appelle un épisode hypotonique hyporéactif, c'est-à-dire un épisode où les enfants n'ont plus de tonus. Et ils tiennent plus leur tête, ils tiennent plus debout, ils tiennent plus assis, ils ont plus de tonus musculaire. On a l'impression que c'est des poupées de chiffon. C'est ce que décrivent les parents, un poupée de chiffon. Le bébé, il tient plus comme si c'était une poupée, quoi. Et l'hyporéactif, ça veut dire qu'ils ne réagissent plus au bruit ou à la lumière. Donc, on a l'impression qu'ils sont devenus soudain, momentanément aveugles ou sourds. Donc, ça veut dire qu'il y a une atteinte neurologique très importante. Et le problème, c'est que on se dit 2,5%, c'est peut-être pas beaucoup, mais pas beaucoup, ça représente quand même plus de 30 000 enfants par an, par exemple. Donc, 30 000 enfants par an qui subiraient ça en France, il y a quand même des questions à se poser sur la santé publique et sur la santé de tous les enfants. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un tel risque par rapport à ces vaccins? Donc, on peut déjà au moins administrer ces vaccins séparément. Le calendrier vaccinal recommande de les injecter simultanément à 2 mois, 4 mois et 11 mois. C'est-à-dire 3 fois dans la première année de vie
des nourrissons. Alors que, visiblement, il y a une atteinte neurologique parfois qui peut être très grave. Alors, le devenir de ces enfants n'est pas précisé dans l'étude. Il y a des enfants qui, semble-t-il, se rétablissent. Mais moi, je peux vous dire que j'ai lu des milliers de témoignages d'enfants chez qui ça se termine mal. C'est-à-dire que c'est des enfants qui, suite à ça, restent handicapés avec des troubles très importants. Bien. Vous pourriez d'ailleurs, l'une d'entre vous, me dire quels sont les vaccins qui vous semblent les plus problématiques dans les faits, avec des chiffres? Alors, dans les faits, avec des chiffres, c'est très compliqué parce qu'il y a très peu d'effets indésirables qui sont remontés à la pharmacovigilance. Les chiffres officiels que citait Daniel Floret, d'ailleurs, il y a quelques années, il disait que les effets indésirables des médicaments en général sont signalés à hauteur de 1 à 10%. Et pour les vaccins, il y a d'autres études qui sont encore plus pointues et qui disent que les effets indésirables des vaccins ne sont signalés qu'à hauteur de 0,5 à 3,5%, ce qui voudrait dire qu'il y a au moins 96% des effets indésirables qui ne sont pas signalés, donc qui ne sont pas mentionnés sur les notices et donc on n'a pas la comptabilité de ces effets. C'est quand même très embêtant. Tout ça parce qu'on fait une pharmacovigilance passive, c'est-à-dire qu'on attend que les patients ou les médecins considèrent qu'il y a peut-être un problème et qu'il faut le signaler à la pharmacovigilance. En fait, le médecin dans son cabinet n'a pas les capacités de juger si le symptôme qu'il constate est lié ou non au vaccin ou au produit qu'il a prescrit ou administré. Parce qu'il faut que tous les médecins remontent tout et c'est à la pharmacovigilance de faire le tri en disant non, ça, c'est pas un effet indésirable dû à tel médicament pour telle et telle raison. Voilà, mais si personne ne remonte, évidemment, on n'a pas de chiffres. Donc, c'est très vague. Moi, Vous personnellement. que c'est très pénible pour les médecins qui ont déjà des journées surchargées Oui. de déclarer ça. Ce n'est pas rentable, ça ne rapporte rien. Et c'est une Oui. charge de travail, c'est un boulet en fait. Oui, oui, donc on pourrait effectivement déjà commencer par simplifier le système de déclaration pour les médecins pour que ça puisse être fait en quelques minutes. Déjà, ça sera quand même important. Ce qui a changé, c'est quand même que depuis quelques années, les patients peuvent signaler eux-mêmes leurs effets indésirables. Donc ça, c'est quand même un progrès. Mais malgré ça, ça reste assez compliqué. Il y a beaucoup de patients qui renoncent parce qu'en route, on leur demande tellement de choses que c'est trop compliqué, quoi. Ils sont submergés et ils abandonnent le signalement. Donc, il y a vraiment un problème. D'ailleurs, autour de vous, suite au vaccin Covid, si vous connaissez des personnes qui ont subi des effets indésirables, ou en tout cas qui supposent que c'est lié au vaccin Covid, la première question à leur demander, c'est est-ce qu'un signalement a été fait? S'ils répondent oui, il faut leur dire est-ce que vous avez reçu un numéro de dossier? Parce que ça prouve qu'il y a vraiment eu un enregistrement. Il y a des dossiers de signalement qui disparaissent, curieusement aussi. Hein, moi, j'ai des témoignages de victimes qui ont refait 3 fois leur signalement parce qu'à chaque fois, la pharmacovigilance ne retrouvait pas le dossier et sur des effets graves, quoi. Donc, le problème, c'est que moi, franchement, à la lecture des notices, je ne peux pas dire qu'il y a un vaccin ou des vaccins qui sont beaucoup plus dangereux que d'autres. Ce que je peux dire, c'est ce que je viens de dire sur l'Infarex et le Prevnar, enfin les vaccins pneumocoques, c'est que quand on en administre 2, il y a quand même de forts risques qu'on prenne plus de risques d'effets indésirables graves que si on n'en fait qu'un à la fois. Déjà, ça, c'est quand même important. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulatif. Oui, oui, tout à fait. Donc, au final, on ne peut pas vraiment déterminer cette balance bénéfice-risque, vu que les risques sont très peu étudiés de manière honnête et indépendante, sans conflit d'intérêt. Et on ne sait pas non plus les effets tératogènes, cancérigènes, potentiels, etc. C'est bien Oui, oui. Alors ça, c'est sur la réglementation de mise sur le marché des vaccins. Il y a un certain nombre de tests qui ne sont pas exigés. Donc, par exemple, il n'est pas exigé de tests et d'essais cliniques sur la pharmacocinétique, c'est-à-dire l'élimination par l'organisme des différents composants du vaccin. Combien de temps l'organisme met pour les éliminer, par quels organes ça passe, est-ce qu'il y a une toxicité, etc. Ça n'a pas été étudié. On ne sait pas en combien de temps les gens éliminent les produits du vaccin. Ce qui fait me dire que, par exemple, on a entendu et réentendu pendant la crise Covid avec le vaccin Covid, il y a des tas de gens qui disaient non, mais ça s'élimine en 2-3 jours. Mais personne n'en sait rien puisque les études de pharmacocinétique, comme pour tous les vaccins, n'ont jamais été faites. Donc, personne n'en sait rien. Avant de conclure avec Martine Léonard, je voulais passer la parole à Hélène. Vous vouliez rajouter quelque chose?
rajouter, vous m'entendez là? Oui, je voulais juste rajouter, quelque chose sur la pharmacovigilance. Il y a une statisticienne, avec qui je suis en contact, puis d'autres on est nombreux à être en contact avec elle, qui a remarqué aussi qu'il y avait des signalements sur la pharmacovigilance qui disparaissaient des bases de données EudraVigilance. C'est la base de données européenne. Et elle a posé la question, alors on lui a gentiment répondu que, bah, oui, les bases de données, c'était quelque chose de vivant. Donc c'était normal que ça disparaisse. Enfin, il y a des gens qui sont décédés, qui ressuscitent, et puis il y a des gens qui avaient des effets indésirables qui étaient notés, non résolus, bah, qui disparaissent aussi, voilà. Tout Donc à fait voilà, anti-scientifique. ils font ils Martine font disparaître. Cardinal, docteur, vous voulez rajouter quelque chose? Avant je passe la Alors parole moi je voulais rajouter 2 choses. Moi tout au long de ma carrière, j'avais demandé parce qu'effectivement j'avais compris que faire des signalements, c'était très compliqué, mais j'ai demandé à mes patients parce que je regardais beaucoup les carnets de santé et à l'époque, les enfants n'étaient pas vaccinés, ils étaient vaccinés beaucoup plus tard. On pouvait attendre 6 mois et puis voilà, on pouvait même faire, un peu des contre-indications temporaires en disant qu'il y avait des antécédents familiaux et cetera et ça passait, mais vraiment sans problème, ce qui permettait à l'immunité de se mettre en place et ce qui fait que nos tout petits et ben, étaient, plus en forme et donc et puis surtout, il y avait 3 vaccins obligatoires et c'est tout et c'était quand même déjà beaucoup plus léger. Alors moi, je regardais beaucoup les carnets de santé et je constatais effectivement que souvent, les enfants, tant qu'ils n'étaient pas injectés, eh bien, se portaient globalement bien. Ils avaient peut-être un petit rhume et encore, souvent même pas et c'est à partir du moment où ils commençaient à être, injectés, qu'ils commençaient à développer des symptômes. Alors, on va pas dire effets secondaires, mais voilà, c'est pour ça que j'avais demandé à mes patients de signaler et je vais vous expliquer la suite et donc, il faut faire le distinguo aussi entre les symptômes légers, les conséquences légères, qu'il faudrait effectivement vérifier là aussi s'il y a un lien de cause à effet ou pas. Parce que c'est là qu'on voyait apparaître, eh bien, les sinusites, pas les sinusites parce que les tout petits n'en ont pas, mais les otites, les rhinos, les bronchites, l'asthme, l'eczéma, et cetera, et qui n'apparaissaient pas avant. Voilà. Alors, moi, tout au long de ma carrière, j'ai demandé à mes patients, alors là aussi, il y a un travail d'éducation à faire. Je demandais à mes patients, je leur donnais un modèle de lettre en leur disant de signaler, je leur demandais même pas de rentrer dans une polémique, de déposer plainte et quoi que ce soit parce que c'est trop compliqué et trop difficile et souvent onéreux, mais je leur disais d'écrire au laboratoire, au Conseil de l'ordre, au ministère, d'alerter en posant des questions, en disant écoutez, jusqu'à telle date, mon enfant allait bien, et à partir de telle date, mon enfant a reçu l'injection, ceci et cela, et il a développé de l'asthme, de l'eczéma, et cetera, bon, voilà. Et en plus de 45 ans de pratique, le nombre de patients qui l'ont fait, c'est zéro. Zéro. Donc là aussi, il y a une démission, de la population, moi, c'est ce que je leur disais toujours. Je leur disais: «Mais après vous vous plaignez, mais vous êtes largement responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. C'est que si le travail avait été fait et nous médecins, c'est vrai que si nous passons notre temps à faire des remarques et cetera, immédiatement, on s'attire des ennuis et puis, il faut aussi que la population se responsabilise un peu. Ça, c'était une chose que je voulais dire. Et par rapport aux effets cumulatifs, alors quels sont les vaccins? Ben ça, là-dessus, effectivement, on n'a absolument aucune étude et c'est pas visible dès les premières manifestations. Là-dessus, je ne peux pas dire que telle injection favorise telle chose. C'est vraiment, très compliqué et alors, l'effet cumulatif des vaccins et ben, là-dessus aussi, on n'a pas d'études, on n'a pas de choses à dire, de publications et donc là aussi, quel est l'effet cocktail, quelles sont les conséquences? Parce qu'il faut bien parler aussi du court terme, donc ce que l'on voit immédiatement, mais il ne faut pas oublier le moyen terme et le long terme. Voilà, donc là-dessus, ben, c'est pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait prendre son temps, mais à l'heure actuelle, on vit dans une époque où il faut tout faire vite, rapidement et aller vite, 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 vite.
Et donc on ne prend pas le temps de remonter dans les antécédents des patients pour voir ce qui s'est passé, quels sont leurs antécédents personnels, leurs antécédents familiaux, et cetera. Parce que peut-être qu'on pourrait tirer des conclusions intéressantes Bien sûr. de toutes ces questions. Mais malheureusement, bah, comme on ne prend pas le temps, et ben, la plupart du temps, on n'a pas de vision, ni sur le moyen, ni sur le long terme. Et ça, Oui, là aussi, ce seraient des choses qui seraient un temps intéressantes de voir et d'étudier. Voilà ce que je absolument. voulais juste rajouter. Mmh. Merci beaucoup, mesdames. Je vais laisser le mot de la fin à Martine Léonard qui va nous présenter le collectif Parents et citoyens de France, qui est extrêmement actif. Donc, bonjour. Après toutes ces belles paroles, j'ai du mal à retrouver, le fil de mes idées parce que vraiment c'est tellement intense. C'est un peu pour ça qu'on s'est créé d'ailleurs le collectif parce que bon, il y a un vaccin qu'on n'a pas parlé, c'est le Gardasil pour le papillomavirus On et reçoit bientôt les docteurs Gérard Delépine et Nicole Delépine pour parler du Gardasil sur Tribune Libre. voilà. Donc, en fait, on a commencé avec ce vaccin parce qu'on s'est rendu compte que les parents étaient mal renseignés. On cache aux parents, que ce soit d'ailleurs pour le Beyfortus, c'est pareil que pour le Gardasil, on cache que ce n'est pas obligatoire, c'est juste recommandé. Donc, les parents ne le savent pas. Pour le Gardasil, il y a Macron qui a été, dans un collège faire le VRP. Est-ce que c'est sa place, de chef d'État d'aller préconiser une vaccination sans donner le terme de Gardasil? On Les parents ne peuvent pas regarder les notices. Les gens ne connaissent pas le rapport entre le nom du vaccin et la maladie qu'ils veulent, soi-disant éradiquer. Ça n'est pas donné, les parents sont laissés à eux-mêmes, ils sont obligés de faire confiance. Mais faire confiance dans de telles conditions, c'est pas possible, il y a un problème. Le le nombre de morts que Hélène a donné, avec le Beyfortus, c'est elle qui nous a demandé de nous en occuper et d'essayer d'informer. Nous, on est là pour informer de choses que le gouvernement veut à tout prix taire et les parents, quand ils vont chez le médecin, les médecins ne répondent pas, n'ont pas le temps, ils sont pris par le chronomètre. D'une part et deuxièmement, ils n'ont que 5 heures de formation pendant tout leur cursus, d'étudiants de médecine. 5 heures et ça a même été dit à LCP par, Odile Launay, Odile Launay qui est qui C'était est la vice qui est la c'était la vice-présidente du vice-présidente du comité conseil des des vaccins. vaccins. la chaîne parlementaire donc, hein, LCP. Oui, oui. Oui, oui. Et donc, les médecins ont juste comme formation, comment remplir administrativement les documents et comment utiliser les calendriers vaccinaux. Donc, c'est bien pour cette raison que les médecins ne peuvent pas répondre à toutes les questions et les évitent puisqu'ils ne connaissent pas les contenus des vaccins. En ce qui concerne ces vaccins, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ONIAM, l'Organisme national d'indemnisation des accidents médicaux, rembourse quand il y a un problème d'effet indésirable. Mais en ce qui concerne la vaccination, uniquement ceux qui sont obligatoires. Donc, c'est-à-dire que le Beyfortus et le Gardasil, si vous avez des problèmes, il faudra vous tourner vers les laboratoires. Vous ne pourrez pas être indemnisé par le gouvernement. Quant à l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, elle fait des rapports. C'était prévu d'en faire un tous les ans. Bon, avec le Covid, ils n'ont pas été vraiment réguliers en ce qui concerne les 11 vaccins. Mais en tous les cas, quand on regarde toutes les pages des rapports, ce qui apparaît, c'est la couverture vaccinale. On ne parle à aucun moment de la balance bénéfice-risque, juste la couverture vaccinale.
C'est tout ce qui leur importe. Et les résultats, les effets indésirables, le bénéfice, s'il y en a, ça, ce n'est pas utile. Ça, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Donc il y a du forcing, coûte que coûte, pour vacciner. Les parents sont incriminés, ils sont culpabilisés par les médecins, qui n'ont pas le temps. Ils ont un quart d'heure ou 10 minutes avec chaque patient. Donc comment leur expliquer la raison, si c'est bien, si c'est pas bien? Ils n'ont pas la formation donc des vaccins. Donc les parents sont vraiment, laissés à eux-mêmes dans la panade complète. Et depuis qu'on a lancé on a alerté, on a fait des lettres ouvertes, d'ailleurs que Martine et Hélène, connaissent très bien puisqu'elles y ont participé, et d'autres médecins aussi de renom, et on a 70 collectifs et associations qui ont cosigné nos lettres. On les a envoyées à tous les organismes, à l'administration, à la HAS, à l'ANSM, à l'ARS, au ministère. Pour le Beyfortus, les 6 700 sages-femmes libérales l'ont reçu. Pour le garde-asile, 6 900 collèges ont réussi pour la première vague et également pour cette deuxième vague. On l'a envoyé à tous les collèges. Le Beyfortus, le garde-asile, je veux dire, on l'a également traduit en anglais et on l'a envoyé aux eurodéputés. Ils l'ont tous reçu. Ce qu'il en ressort, en fait, dans tout ça, c'est que les parents, ils sont atterrés. Ils ne savent plus comment faire. Ils se terrent dans leur coin. Les médecins, quand ils reviennent avec un enfant qui a un problème, on leur dit: «Oh, c'est de la faute à pas de sens. Oh, ça n'a pas de lien. C'est une coïncidence. C'est génétique». Mais C'est génétique. jamais on leur demande, il y a des examens de fait. On préfère éviter plutôt que de faire justement ces déclarations à la pharmacovigilance. Donc d'une part, les parents ne savent plus quoi faire, mettent la tête dans le sable, restent chez eux et sont complètement atterrés. Un papa qui est arrivé dans notre collectif, qui a été d'ailleurs à la réunion de la Ligue, à Toulouse, et donc nous a proposé de faire un appel à témoignages. C'est ce qu'on a fait fin mars, et depuis fin mars, on a dépassé 270 témoignages. Les gens écrivent, finissent par se confier à nous, ils ont confiance, et donc on les reçoit, ils peuvent discuter entre eux, ils ont les conseils de Sophie en direct. Instantanément, elle répond dans la journée, même dans l'heure. Elle est toujours là, prête à répondre, Sophie. Et donc les parents retrouvent un peu de lueur, un peu d'espoir. On a demandé la levée. Notre dernière lettre ouverte était pour demander l'abrogation de l'obligation vaccinale et que les parents puissent donner leur consentement libre et éclairé, et que les médecins, enfin ça on l'a pas mis dans nos lettres, mais il faut à tout prix que les médecins redonnent tous les détails, toutes les explications, que les parents soient éclairés et le renseignement nécessaire. Parfait. Eh bien, écoutez, mesdames, un grand merci. Je vais mettre en lien en description les liens utiles en dessous de la vidéo. Un grand merci pour ces expertises, ces avis argumentés, évidemment. Et pour conclure, on peut dire qu'on a le droit d'être intelligent et de se poser des questions. Et à très bientôt. Je peux dire une dernière chose? Bien sûr. Juste que l'on est prêt à en accueillir d'autres. On ne veut pas s'arrêter à 270, on veut en accueillir le plus possible. On est là, on est prêt, on est une équipe soudée, et Sophie se fera un plaisir de vous renseigner. Elle a le sourire, donc il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.